Que sont-ils allés chercher à Doha, au Qatar, André Kistel Fanga? Vous semble-t-il sincères dans leur démarche, les présidents congolais et rwandais, alors que le processus de Luanda vient d'essuyer un nouveau revers, un nouvel échec? Ils sont allés rencontrer un parrain de la mafia, qui n'est pas très connu du reste du monde. Parce que le Qatar fait partie des États, n'est-ce pas, les plus mafieux du monde actuellement, mais qui se cachent derrière, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Je pense que c'est une rencontre incestueuse. Parler d'une rencontre incestueuse alors qu'elle a abouti à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel? Ça a empêché que le M23 gagne encore 2 villes. Mais après la rencontre... Nous restons sous les annonces déjà. Non, écoutez, M. Nguéné, est-ce que ça a empêché qu'il y a de cela un jour, le M23 et l'AFC ont encore avancé? Et ils ont pris 2 villes extrêmement importantes parce que c'est 2 villes, n'est-ce pas, qui... il y a des minerais graves. Après la réunion... Là, nous ne sommes pas encore dans l'implémentation du cessez-le-feu. Non, écoutez, nous sommes quand encore on dit cessez-le-feu, que bon, on est d'accord, on est cessez-le-feu que vous avez pris, c'est ils immédiat. Ont convenu. Ils ont dit immédiat, non? Bon, ça veut dire que première des choses, Kagame reconnaît que c'est lui le patron du M23. Deuxième des choses, un aveu de faiblesse de la part de M. Tshisekedi Tshilombo. Un aveu de faiblesse parce que l'homme qui a dit que je ne vais pas discuter avec le M23, finalement se retrouve sur la table de discussion avec le patron du M23. Donc vous voyez que c'est quelque chose de paradoxal. Pour moi, c'est rien du tout, il n'y aura pas cessé le feu. Parce que les intérêts sont ailleurs. Oui, le Qatar, l'émir et ses partenaires essaient de protéger leurs biens. Vous savez que c'est l'un des plus grands acheteurs, n'est-ce pas, de l'or, du diamant et de toutes les ressources volées au niveau de la RDC. En fait, c'est les plus grands trafiquants. C'est eux qui profitent, n'est-ce pas, de cette guerre. On ne le dit pas assez, mais vous savez qu'ils en profitent au travers, n'est-ce pas, de soi-disant partenariats avec le Rwanda dans certains investissements. C'est pour justement leur revendre, n'est-ce pas, des ressources naturelles volées en RDC. En fait, les diamants de sang, l'or du sang, le coltan du sang et tout le reste. Donc, c'est un parrain de la mafia qui veut protéger ses intérêts en disant, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? La guerre continue, ou bien il y a un cessez-le-feu qui ne va pas empêcher, parce que le cessez-le-feu ne va pas faire reculer le M23, va faire sortir le M23 du Nord Kivu et du Sud Kivu. Non. Ils seront là. Mais n'est-ce pas déjà une avancée? On n'aurait pas parlé d'un cessez-le-feu il y a 1 mois ou 2 mois de cela, André Kistel Fanga. Mais combien de fois on a parlé? C'est la première fois qu'on parle d'un cessez-le-feu immédiat à l'issue justement d'une médiation comme celle du Qatar. Guéné, je ne veux pas me fâcher aujourd'hui. Comment ça, André Kistel Fanga? Et surtout de Tshisekedi. Parce que c'est quand même impensable et incroyable. Vous dites qu'il y a cessez-le-feu et on ne fait que prendre vos villes. Et tu es assis sur la table de discussion et tu continues les discussions et tu continues à croire que les gens là sont sincères. Sauf si c'est les Congolais qui prennent pour idiots. Parce que c'est l'une des choses pour aller aux discussions. Vous avez vu ce que Zelensky a commencé, non? Qu'elle a voulu faire. On lui a d'abord dit que tu es un président illégal. On a dit à Zelensky que tu n'as plus de mandat. Donc tu ne parles plus même au nom des Ukrainiens. Il était obligé de trouver des pirouettes pour essayer, n'est-ce pas, de se remettre en selle. On va dans les discussions quand vous avez la force. Monsieur Tshisekedi, arrêtez de faire la comédie. Arrêtez de faire tuer les Congolais pour rien. Reformer l'armée. Recruter des gens pour faire la guerre. Parce que tant qu'il n'y aura pas un rapport de force puissant,
le M23 va avancer. Corneille Nangaa, vous avez dit non. L'objectif, ce n'est pas le nord Kivu ou le sud Kivu. Hein. L'objectif, c'est quoi? C'est Kinshasa. C'est-à-dire, ils veulent récupérer le pouvoir entre les mains de Tshisekedi, soit disant que c'est lui qui l'a fabriqué. C'est lui qui a amené Tshisekedi au pouvoir. Maintenant que Tshisekedi, premier mandat, on peut dire oui. Mais deuxième mandat, le peuple t'a donné un deuxième mandat. Et tu restes accroché, tu restes, n'est-ce pas, amorphe devant une situation. Il attend quoi pour arrêter Kabila? Arrêtez Kabila, vous verrez si les choses ne vont pas changer. Kabila a démenti, ou du moins a tenu à préciser qu'il n'était pas le parrain du M23. Wow, c'est le parrain. Dans une interview accordée à un média sud-africain. Ce n'est pas pour lui qu'on est ici ce soir, mais je dis bien, pour résoudre les problèmes du M23 live, il faut arrêter des gens comme les Kabila. Il faut les arrêter. Et sa bande, ils sont nombreux là, à Kinshasa, ils sont nombreux qu'il faut arrêter. Alors, dès que vous allez les arrêter, il y aura cessé le feu. Alors, que répondre à ceux qui estiment qu'aujourd'hui le Qatar roule pour ses propres intérêts? C'est clair, non? Non, c'est clair. Le Qatar roule pour ses intérêts parce que c'est le parrain, d'abord, premier du Rwanda, n'est-ce pas? Et Tshisekedi aussi. Lui qui a demandé aux États-Unis de venir exploiter, n'est-ce pas, les ressources directement. Le Qatar fait partie, n'est-ce pas, des pays, n'est-ce pas, qui travaillent pour les États-Unis, n'est-ce pas? Donc on sait que le Qatar aujourd'hui peut, justement, sous la couverture des États-Unis, venir exploiter directement en RDC. C'est pour ça que les discussions ont eu lieu. Donc c'est pour leurs intérêts. Ça n'a rien à voir avec la crise entre le Rwanda et la RDC. Le plus grand problème dans cette affaire, c'est que M. Tshisekedi ne veut pas donner du répondant. Ça, c'est clair. Il a essayé, il a vu que lui-même, il n'a pas assez de moyens, il n'a pas assez de force, il n'agit pas véritablement comme un chef d'État, comme un leader qui veut sortir son pays de cette situation. Donc, ce cessez-le-feu, c'est rien du tout. Il n'y aura pas lieu. Le M23 va continuer à avancer. Et si M. Tshisekedi ne fait pas attention, c'est son pouvoir qui sera enlevé. Voilà. Patient Pafindom, le Qatar peut-il réussir là où l'Union africaine, l'EAC, la SADC, Nairobi, Luanda ont pour l'instant échoué? Je comprends parfaitement la colère, la saine colère des Africains. Certains se disent humiliés aujourd'hui. Mais oui, c'est une forme d'humiliation parce que aussi au niveau de la communication, surtout du gouvernement congolais, on n'a pas pris la hauteur nécessaire pour communiquer, n'est-ce pas, de manière correcte dans cette affaire-là. Je le dis sincèrement. Donc, les Africains se sont sentis humiliés parce que le Congo donnait l'impression que de toute façon la diplomatie avait le vent en poupe. La preuve, la tournée de Tshisekedi n'a pas été vaine. Il y a des sanctions qui tombent de gauche à droite et après on ira à Luanda et à Luanda il est fort évident que là-bas que le M23 et le Rwanda sont mis complètement en difficulté. Et puis curieusement, alors que tout le monde s'attend que même si le M23 décide de ne plus se rendre à Luanda, mais que le gouvernement congolais soit présent à Luanda pour montrer sa bonne foi et démontrer à la face de l'Afrique et du monde que vous voyez qui est vraiment de mauvaise foi dans cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Notamment, le président Tshisekedi et son homologue, le président Kagame, se retrouvent à Doha au Qatar, aux côtés de l'émir du Qatar. Et je comprends la frustration des Africains qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ça veut dire que nous sommes dans un jeu extrêmement complexe. Il faut faire attention, et c'est ce que j'essaie de dire depuis le début de cette affaire-là, en attirant l'attention des uns des autres, que nous sommes dans un enjeu qui est extrêmement complexe. Alors, le Qatar, pourquoi le Qatar? Le Qatar, je crois que pour le Qatar, c'est aussi des besoins affichés de soft power. En Arabie Saoudite se tiennent des discussions qui sont très importantes sur l'issue du conflit qui oppose l'OTAN à la Russie en Ukraine. C'est très important. Oui. Mais la chute de l'ensemble de ces négociations
du conflit russo-OTAN, ça va être l'Afrique. Il faut commencer à voir ça comme ça. Les questions des terres rares qui sont disputées au niveau de l'Ukraine, quand la partie qui a perdu, je vous l'ai dit il y a encore la dernière fois, dans les États-Unis et leurs affiliés qui ont perdu, vont se retrouver avec une portion congrue de ce qu'ils doivent avoir, ils vont se retourner où pour pouvoir essayer de colmater, n'est-ce pas, ce qu'ils ont besoin comme tonnage, excusez-moi l'expression, de ces terres rares, de ces minéraux, ça va être le continent africain. Donc le Qatar anticipe et dit, pour se prendre la diplomatie internationale, qu'il n'y a pas que l'Arabie Saoudite qui est un pôle aujourd'hui où tous les regards doivent tourner. Il y a aussi mon côté, n'est-ce pas, parce que c'est moi qui suis en train de réunir les deux belligérants d'un conflit extrêmement important pour la structuration de la géopolitique africaine dans les décennies à venir. C'est pourquoi parler de soft power, parce qu'au-delà de ce que vous évoquez comme argument, on a l'impression que les pays du Golfe se positionnent de plus en plus. Même ce Qatar a joué un rôle dans la première phase du cessez-le-feu qui a été implémenté du côté de Gaza, aux côtés de l'Égypte. Le Qatar y a été pour quelque chose. Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite. La première étape également pour parler de paix entre Washington et Moscou. Ces pays du Golfe-là, on a l'impression qu'ils font valoir justement cet outil de soft power à travers le monde aujourd'hui et se positionnent de plus en plus. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des fonds de pension colossaux. Ils ont de l'argent de plus. Vous savez qu'il y avait mis une brouille entre une partie des pays arabes, dont l'Arabie Saoudite et le Qatar, à un moment donné, qui était pratiquement mis au banc de touche, n'est-ce pas, de cette communauté-là. Donc chacun essaie d'user de son influence assez soft pour se positionner comme un faiseur de paix sur à certaines zones de notre planète où c'est assez chaud. Et pour dire aux autres, tous ceux qui veulent venir investir ou bien faire affaire dans cette région-là, il faudra passer par moi. Ne pensez pas que le Qatar fait ça pour les beaux yeux des Africains que nous sommes. Il faut faire très attention. Maintenant, au niveau des investissements, tout à l'heure, un de nos amis parlait des investissements du Qatar au Rwanda, mais il n'a pas parlé des investissements du Qatar. En République démocratique du Congo. Oh, il y en a. Il y en a beaucoup. Donc, nous sommes dans un jeu extrêmement flou, dans un jeu extrêmement complexe qui ne dit pas son nom, malgré les intimidations qu'on continue de nous faire porter et de nous faire subir. Et là, ça pose la question aussi de la qualité des leaderships, n'est-ce pas, des différents leaderships au niveau de cette région-là. Maintenant, en ce qui concerne les comptes rendus, bien les résolutions sorties de cette... de cesser le feu immédiat et inconditionnel. Oui, mais ce n'est pas ça. Quand vous lisez la presse rwandaise et la presse congolaise, ce ne sont pas les mêmes termes. Ce n'est pas la même chose qui se dit. On dit aussi qu'on va continuer le processus issu de ce qui s'est passé à Nairobi, sous l'égide de la SADC, de l'EAC et même de l'Union africaine. Et même de l'Union africaine, et qu'on va continuer le processus de discussion de Luanda. C'est dit aussi. Mais pourquoi aller? Est-ce qu'il fallait nécessairement aller à Doha alors si on devait justement se fier ou du moins se concentrer sur ce que fait déjà l'EAC, la SADC, l'Union africaine et tout ce que vous citez, patient parfum d'homme? Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps pour rien? Non, la politique c'est possible. Vous ne savez pas les deals, n'est-ce pas? C'est des sous la table qui se sont passés. C'est des pressions, certes, ça d'abord, mais surtout des sommes importantes qui ont été mises sur la table pour obliger les deux à venir sur la même table de discussion. Parce que c'est quand même inédit. Le tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. On l'a longtemps réclamé. À l'Union africaine, lors du 38e sommet, on ne l'a pas eu. Le président João Lourenço a également essayé de réunir les deux chefs d'État. Un tête-à-tête entre les deux. Soit Félix venait, Paul ne venait pas. Donc à chaque fois, il y avait un qui venait ou l'autre qui ne venait pas. Mais là, tout de même, est-ce qu'on ne peut pas dire que diplomatiquement, c'est un coup énorme que réalise le Qatar? C'est ce que je vous dis. N'oubliez pas que Félix a traité Paul de Hitler. Vous vous souvenez? C'était quand même... On a volé très haut dans la surenchère verbale. Donc là-dedans, il y a des intérêts colossaux sous la table que nous ne voyons pas, mais il peut aussi avoir notre interprétation de cette affaire-là. C'est-à-dire que les grands, comme ils sont occupés à régler leurs problèmes au niveau de l'Arabie Saoudite, ils ont peut-être sous-traité
au Qatar, le fait que cette affaire-là, organise-nous ça, nous, on valide, comme on dit, on te donne notre OK. Bon, mais toi, tu sauras comment continuer à entretenir tout ce qui tourne autour de ces deux chefs d'État. Et comme le dit Fanga, cela n'arrête pas le combat. La ville de Walikale a été prise. Je vous rappelle que Walikale, c'est la 3e réserve mondiale de thym. 3e réserve mondiale de thym. 80% de la cassiterie du Congo. Sans oublier de l'or, le coltan, le cobalt, etc. etc. Ben, c'est vrai qu'elles ont toujours vécu dans la pauvreté, malgré le fait que Kinshasa a continué et exploitait quand même toutes ces richesses. Les populations de Walikale sont dans une misère indescriptible. Ça aussi, il faut le souligner. Donc, c'est pour dire que nous, les Africains, une fois de plus, il faut qu'on regarde le monde tel qu'il est. Et non tel que nous souhaitons qu'il soit. Il faut aussi que nous soyons capables de jauger par rapport au rapport de force ce que nous valons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une question de notre souhait, mais il y a une réalité qui est brute, qui est brutale, qui est violente, qui, dans des cas comme ça, s'impose à nous dans toute la rigueur. À nous de pouvoir comprendre que, attention, ce monde dans lequel nous ne sommes pas peut-être à la place que nous souhaiterons être, mais que nous avons vraiment du pain sur la planche pour travailler en profondeur et pouvoir avoir et des leaders et des institutions qui seront enfin respectés par l'ensemble des Africains pour qu'une honte comme celle-là, parce que c'est une véritable honte, n'est-ce pas, que l'Afrique a eu à subir, ne prospère pas. C'est une honte. Mais pour l'instant... D'autant plus que l'un des enseignements qu'on devrait également tirer, c'est pour vous relancer, parce qu'il n'y a pas fait de moment d'aller au standard, et l'une des conclusions qu'on pourrait rapidement tirer est que les Africains ne peuvent pas résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Non seulement ne peuvent pas résoudre eux-mêmes leurs problèmes, mais ils ne se font même pas confiance. Parce que c'est aussi une question de confiance dans cette affaire-là. C'est-à-dire que de tous les côtés, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de me piéger quelque part? Donc si vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre frère et que vous préférez, n'est-ce pas, faire confiance à un étranger, comme c'est le cas, et vous avez vu la photo. Moi, la question qui m'a beaucoup plus frappé, c'est de savoir pourquoi le Qatar a sorti vite cette photo. Parce que le gars, il est là en faiseur de paix, au milieu de deux, excusez-moi l'expression, ça va peut-être choquer, deux nègres, et il les regarde, il dit, bon, maintenant le moment est venu pour vous de faire la paix. Alors, pour moi... j'ai l'impression que c'était plus dans le sens de donner des ordres que toute autre chose. Mais ne désespérons pas. Ne désespérons pas parce que je crois que... Mais si c'est ce qu'il fallait, est-ce qu'on va cracher sur sa patience? Non, pas du tout. Surtout si on peut... Si ça peut apaiser les tensions, je pense qu'on est quand même preneur. Vous connaissez ma position. Chaque fois qu'on peut préserver des vies humaines, qu'il n'y a plus des morts, je suis toujours preneur. Mais ça produit quand même aussi une espèce d'électrochoc dans la conscience des Africains que nous sommes, qui continuent de croire que les enjeux mondiaux, c'est une grande salle de théâtre ou bien de comédie où on vient à la carte regarder, n'est-ce pas, certaines pièces et sortir de là en rigolant. Là, on voit exactement le niveau où nous sommes et ce que nous valons et ce qu'il faut faire pour qu'on aille un peu plus loin. Moi, je vous ai donné ici ma position dans cette affaire-là. Que les pays autour des Grands Lacs se mettent ensemble. Cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de Congolais, de Rwandais, comme on veut bien nous présenter, et dessinent des plans de développement, à la fois économique, industriel dans cette sous-région, qui profiteraient à l'ensemble des peuples de cette sous-région. Parce que les autres sont des vautours. Les autres qui arrivent avec leur godasses, avec leur portefeuille bien garni, c'est des vautours qui, au contraire, demain vous diront que n'oubliez pas que c'est grâce à nous que vous avez pu commencer à vous parler aujourd'hui. Donc, je pense que nous avons quand même des droits de préemption dans certains minéraux et dans certains contrats qui doivent d'abord nous revenir. Et c'est à ce niveau que, une fois de plus, moi, je suis assez froid, assez lucide. Je me dis, c'est encore de violents coups qu'on assène dans mon dos, mais il faut qu'on se mette au travail pour que demain, nos enfants ne vivent plus de pareilles scènes qui sont des scènes extrêmement humiliantes pour la conscience africaine en général et en particulier et pour la conscience noire en général. Voilà.